Le prix Nobel est décerné chaque année à des personnes ayant apporté d'exceptionnelles contributions au monde dans les domaines de la littérature, de la physique, de la chimie, de la médecine, de la paix et bien sûr, de l'économie. Ce prix est généralement attribué de nombreuses années après ses contributions initiales, en conformité avec un thème général. Cela signifie que si deux économistes ou scientifiques font des découvertes incroyables la même année, ils ont tous les deux une chance de remporter le prix. Le prix est également assez significatif. Cette année, il s'élevait à 10 millions de couronnes suédoises, l'équivalent de 960 000 $ américains, à répartir entre les trois lauréats. Habituellement, le financement provient de la succession d'Alfred Nobel, chimiste et créateur de la dynamite, mais dans le cas du prix d'économie, il est financé par la Sveriges Riksbank, la banque centrale de Suède. Je couvre les lauréats du prix Nobel chaque année, mais celui de cette année se distingue vraiment pour quelques raisons importantes. Si vous avez déjà prêté attention, vous savez qu'il est incroyablement controversé pour une raison que nous explorerons bientôt. Mis à part cela, le prix de cette année est très particulier et important car il a été décerné aux lauréats pour leur contribution à la compréhension du rôle des banques dans l'économie, en particulier pendant les crises économiques. Je suis sûre que la plupart d'entre vous comprennent pourquoi cela peut intéresser beaucoup d'autres économistes en ce moment. Donc, en quoi les lauréats du prix Nobel de cette année ont-ils réellement amélioré la manière dont nous gérons les crises financières ? Pourrions-nous utiliser leurs enseignements pour résoudre les problèmes économiques auxquels nous sommes confrontés dans le monde aujourd'hui ? Et enfin, pourquoi un prix Nobel attribué à des personnes capables d'aider les économies à éviter de graves réductions des niveaux de vie est-elle si controversée ? Le prix Nobel de la Banque de Suède en sciences économiques a été décerné cette année à Philip Dybvig, Douglas Diamond et Ben Bernanke. Vous comprenez peut-être maintenant pourquoi ce prix a été quelque peu controversé. Ben Bernanke a été président de la Fed de 2006 à début 2014, ce qui signifie qu'il a supervisé les années qui ont précédé et suivi la crise financière mondiale, crise causée par la spéculation sauvage sur les prêts des subprimes, un domaine dont il était directement responsable en tant que président de la Fed. Beaucoup de gens considèrent l'attribution d'un prix Nobel à Bernanke pour son travail dans la résolution des crises économiques comme l'équivalent de remettre un prix aux opérateurs nucléaires de Tchernobyl pour leur contribution à la compréhension du syndrome d'irradiation aiguë. En réalité, le prix lui a été décerné pour des recherches qu'il a menées il y a près de 40 ans, en 1983, aboutissant à un article qu'il a écrit et intitulé « Les effets non monétaires de la crise financière dans la propagation de la Grande Dépression ». En théorie, son poste d'ancien président de la Fed et son implication dans la crise financière mondiale n'ont joué absolument aucun rôle dans la décision du comité de lui décerner le Nobel. En réalité, personnellement, je trouve très difficile de croire que le comité n'avait pas prévu que ce serait un choix très controversé, qu'ils ont quand même fait, peut-être par pur mérite académique ou peut-être parce que cela attirerait l'attention sur un prix dont beaucoup de gens ignorent l'existence. Je vous laisse faire votre propre opinion à ce sujet. Ce que je dirais, c'est que l'article de 1983 de Bernanke est plutôt brillant. Il s'appuie sur des recherches qu'il a menées sur la Grande Dépression de 1929 et le rôle que les banques ont joué pour transformer un effondrement du marché en une dépression prolongée qui a duré jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Les banques et autres intermédiaires financiers jouent un rôle très important dans l'économie. Ils mettent en relation des personnes qui souhaitent déposer leur argent en lieu sûr et des personnes qui souhaitent emprunter de l'argent, se lancer dans une nouvelle entreprise qu'elles ne peuvent pas financer directement. Il peut s'agir de l'achat d'une nouvelle maison, de la création d'une nouvelle entreprise ou même d'une simple séance de shopping. Toutes ces actions profitent à l'économie d'une manière ou d'une autre et sont rendues possibles grâce aux prêts accordés par les banques. La seule vulnérabilité de ce système est que les dépôts peuvent être demandés à tout moment, alors que les investisseurs ont des périodes de remboursement fixes. Ainsi, s'il y a suffisamment de déposants qui veulent retirer leur argent, la banque peut se retrouver à court de liquidités, ce qui provoquera la panique d'autres déposants qui essaieront également de retirer leur argent. Et le système peut s'effondrer très rapidement. On parle alors de ruée bancaire ou de bank run. Lors du premier crash boursier de 1929, de nombreuses banques ont subi des retraits massifs et beaucoup ont tout simplement fait faillite parce que les prêts et les investissements qu'elles avaient consentis avaient perdu suffisamment de valeur pour qu'elles ne puissent pas couvrir les dépôts dont elles étaient censées être responsables, même si elles disposaient de suffisamment de temps pour les récupérer. L'effondrement de ces banques a signifié qu'il y avait moins d'institutions pour prêter de l'argent aux emprunteurs, ce qui a entraîné moins d'activités commerciales et moins de demandes des consommateurs,
ce qui a réduit la production globale dans l'économie pendant une période prolongée. Bernanke a souligné que, bien que la perte d'argent dans le système posait problème, quelque chose de plus important était en jeu. Il a proposé que la chute réelle de la masse monétaire ne suffisait pas à expliquer la chute subséquente de la production à elle seule. Les gens devaient déposer leur argent quelque part. Donc, bien qu'il y ait eu moins de banques, celles qui ont survécu disposaient de plus d'argent qu'elles pouvaient utiliser pour prêter aux gens. Le problème était que de nombreux propriétaires d'entreprises et emprunteurs n'avaient aucune relation avec ces banques survivantes. Avant la normalisation des scores de crédit, les banques ne pouvaient prêter que de l'argent aux personnes en qui elles avaient confiance, et gagner cette confiance signifiait normalement avoir une relation d'affaires de longue date avec la banque en question. Si un propriétaire d'entreprise avait travaillé avec une banque pendant 20 ans pour gérer sa paye, sa ligne de crédit et ses rentrées et sorties d'argent générales, alors ce propriétaire d'entreprise trouverait très facile d'obtenir un prêt raisonnable s'il voulait ouvrir un nouvel emplacement, investir dans un nouvel équipement ou toute autre amélioration pour son entreprise. Mais si cette banque faisait faillite, non seulement ils perdaient leur infrastructure financière et toute la trésorerie qu'ils avaient en main, mais ils perdaient également la relation qu'il leur avait fallu 20 ans pour construire. S'ils ouvraient des comptes dans une autre banque, ils auraient une période de transition difficile avec des interruptions de paiement, même si l'entreprise fonctionnait exactement comme avant la faillite de la banque. S'ils obtenaient un prêt pour acheter ce nouvel équipement, ils seraient probablement assortis d'un taux d'intérêt plus élevé, car la nouvelle banque doit équilibrer le risque de travailler avec une nouvelle entreprise qui n'a pas d'historique de remboursement. Dans une situation où les entreprises font faillite à gauche et à droite, les taux d'intérêt devraient même augmenter considérablement, car il y a de fortes chances que la banque ne récupère jamais son argent, ce qui les mettrait dans la même situation que les autres banques ayant dû fermer. Si les taux d'intérêt deviennent trop élevés, l'entreprise pourrait décider que cela ne vaut tout simplement pas la peine de contracter un prêt pour ouvrir un nouvel emplacement ou obtenir un nouvel équipement. Car, même si tout se passe bien, ils finiront par perdre de l'argent à cause des remboursements d'intérêts trop élevés. Bernanke a identifié que la difficulté et le coût pour obtenir de nouveaux prêts, causés par la rupture des relations bancaires, sont ce qui a transformé une baisse importante, sans précédent, en la plus grave catastrophe économique de l'histoire. Alors qu'a-t-il appris de son article de 1983 lorsqu'il est devenu le président de la Fed en 2006 ? A-t-il sauvé l'économie ? Eh bien oui, en quelque sorte. Nous pouvons diviser la crise financière mondiale et la Grande Dépression entre deux parties distinctes, la crise financière et la dépression économique subséquente. Les crises financières peuvent se produire sans provoquer de dépression, voire même de récession, et des récessions peuvent se produire sans provoquer de crise financière. Mais dans les cas de la crise financière mondiale et de la Grande Dépression, cela a suivi ce schéma. La crise financière mondiale a été déclenchée par un système d'instruments financiers surchargés par des paris sur un marché immobilier surévalué, et la Grande Dépression a été déclenchée par un effondrement des cours boursiers après une énorme bulle spéculative. L'effondrement financier de 1929 a été moins sévère que celui de 2008, mais la Grande Dépression a été bien pire que la récession qui a suivi la crise des subprimes. Et l'une des principales raisons était que les banques étaient moins dépendantes des relations non standardisées et que le système lui-même a été rétabli très rapidement grâce à de gros renflouements poussés par des personnes comme Bernanke qui avaient appris ce qui avait mal tourné dans les années 30. Cela n'a bien sûr pas aidé ni lui ni son prédécesseur, Adal Greenspan, à anticiper le problème, mais cela lui a permis de prendre des mesures pour contrôler le dernier une fois que cela s'est produit. Donc oui, Bernanke a été un choix controversé, mais un choix tout à fait mérité pour la remise du prix Nobel. Mais il n'était pas le seul des lauréats de cette année. Le prix a été partagé également entre Bernanke et deux autres lauréats, Douglas Diamond et Philip Dybvig. J'ai vraiment envie de les appeler D&D pour des raisons de brièveté, mais je pense que ce ne serait leur rendre un mauvais service, car ils ont tous les deux une vraie belle plume. Quoi qu'il en soit, la répartition effective n'indique pas nécessairement leur contribution. C'est simplement que Bernanke a publié ses contributions à l'économie de manière individuelle, tandis que Dybvig et Diamond ont mené leurs recherches ensemble. En réalité, la plupart des lauréats, surtout dans le domaine de l'économie, sont déjà assez riches et ils ont tendance à faire don de leur prix à une cause qu'ils jugent digne. C'est donc la reconnaissance qui est le plus important pour les gagnants. Diamond et Dybvig n'ont pas travaillé directement avec Bernanke, mais ils ont fait des découvertes qui se complétaient mutuellement. Et je ne veux pas dire par là qu'ils se sont complimentés mutuellement dans leurs articles, mais plutôt que leurs articles soutenaient et approfondissaient les conclusions de la recherche de l'autre.
Alors que Bernanke se concentrait sur la façon dont les effondrements bancaires pouvaient nuire à la fonction d'allocation efficace du capital, ralentissant l'économie, Diamond et Dubvig théorisaient de nouvelles façons de gérer les banques de manière plus efficace pour éviter ces situations dès le départ. Diamond et Dubvig ont proposé que les gens aient accès à un certain montant d'argent liquide, car ils sont toujours incertains du moment exact où ils auront besoin de ce dernier. Même les personnes qui établissent un budget très serré seront toujours sujettes à des dépenses inattendues. Au contraire, peut-être que tout ce qu'ils achètent au cours d'une semaine, d'un mois ou d'une année donnée est en solde et qu'ils finissent donc par utiliser une partie beaucoup plus petite de leur argent liquide comparé à leurs estimations. Le problème que cela crée, c'est qu'il est très difficile d'utiliser cet argent de manière productive, car les gens ont toujours besoin de l'avoir sous la main, car ils ne savent pas quand ils vont en avoir besoin ou non. La solution à cela est une banque qui peut couper la poire en deux. Elle donnera à une personne un petit rendement sur son argent et il conservera le droit d'accéder à ce dernier chaque fois qu'il en aura besoin. Cela donne aux déposants la possibilité de réaliser un certain rendement plutôt que de ne rien gagner sur son argent inactif. Et cela permet à l'économie d'accéder à une vaste quantité de capital pouvant être utilisé pour des projets à long terme visant à améliorer le bien-être général dans cette dernière. Cela semble excessivement compliqué, mais ils décrivent essentiellement le compte d'épargne. Diamond et Dubvig n'ont pas inventé le compte d'épargne, il existait bien avant leur naissance. Ce qu'ils ont fait, c'est proposer un système pour surveiller et prédire le niveau de demande de retrait selon certaines conditions de l'économie. Si une banque peut prédire correctement combien de retraits seront demandés sur une période donnée, elle peut s'assurer d'avoir juste assez d'argent en main pour honorer ces derniers sans conserver trop d'argent, argent qui pourrait être prêté pour faire gagner plus d'argent à la banque et améliorer la production économique. Ils ont découvert que, bien que les retraits soient aléatoires, ils étaient prévisiblement aléatoires compte tenu de certaines informations de marché. Si les gens entendaient des rumeurs selon lesquelles une banque allait faire faillite, la demande de dépôt augmentait. Si les gens étaient pénalisés pour avoir retiré leur argent plus tôt que prévu dans des placements comme les dépôts à terme, alors la demande de dépôt diminuait. Pour la première fois, cette relation a également mis en évidence l'importance des garanties des banques centrales et les gouvernements sous forme de protection de dernier recours et de garantie de dépôt. Les gens sont beaucoup moins enclins à exiger leur argent lorsqu'ils ont des assurances de la part des institutions en qui ils ont confiance, promettant que ce dernier est en sécurité. Cela signifie que les banques peuvent prêter davantage d'argent et que plus de projets peuvent voir le jour, créant ainsi une meilleure économie. Maintenant, vous seriez pardonné de penser que tout cela ne semble pas particulièrement impressionnant. Après tout, la plupart d'entre nous savions que les ruées bancaires étaient mauvaises et qu'elles étaient plus susceptibles de se produire pendant les périodes de turbulence économique. Il n'a probablement pas non plus fallu un article de recherche pour montrer que des choses comme les garanties de dépôt aident les gens à se sentir plus à l'aise à l'idée de laisser dormir leur argent dans ces institutions. Ce que vous devez vous rappeler, c'est que cette recherche a été réalisée il y a 4 décennies. Et elle a été tellement influente que nous considérons aujourd'hui bon nombre de ces aspects comme des connaissances courantes. Avant le travail de ces hommes, les économistes considéraient généralement la banque comme un type d'entreprise sans importance particulière pour l'économie, au-delà des emplois qu'elle crée et des services qu'elle fournit. Moi-même, j'ai du mal à voir en quoi leur recherche était si impressionnante, car j'ai commencé à étudier formellement l'économie en 2010, bien après que leur contribution soit devenue une évidence. Tout le monde sait que les banques sont vitales pour le bon fonctionnement d'une économie, en grande partie grâce au travail de ces hommes. Le travail de Bernanke, Dubvig et Diamond a montré que les intermédiaires financiers font plus que simplement collecter les dépôts et accorder des prêts. Ils offrent un endroit où les gens peuvent stocker leur capital pour une utilisation facile, tout en mobilisant l'épargne, en évaluant les projets, en gérant les risques, en surveillant les gestionnaires et en facilitant les transactions. Si les gens devaient le faire individuellement, il serait prohibitif d'investir dans la plupart des choses qui font fonctionner une économie. Pensez simplement que si votre voisin voulait acheter une nouvelle voiture, mais qu'il n'avait pas l'argent pour le faire, vous pourriez indirectement lui prêter cet argent grâce à vos dépôts dans un compte bancaire. Mais si vous deviez le faire directement, vous devriez évaluer sa solvabilité, rédiger un contrat légalement contraignant, mettre en place un système de remboursement et être prêt à engager des poursuites judiciaires si le prêt tourne mal. C'est tout simplement irréalisable sans les économies d'échelle que fournissent les banques institutionnelles. Maintenant, le dernier point de controverse est que cette ligne de pensée soutient vraiment l'idée que les banques sont trop grosses pour faire faillite. Too big to fail?
Si les faillites bancaires ont un impact plus important sur l'économie globale qu'une simple perte d'emploi, il y a l'aléa moral, selon lequel elles peuvent toujours s'attendre à être renflouées par le gouvernement, car ce dernier comprend les dommages qu'elles peuvent causer en cas de faillite. C'est l'un des grands compromis auxquels Bernanke fait allusion dans son travail. Il est important que les banques soient là pour fournir du capital à de bonnes idées. Mais il doit y avoir des systèmes en place pour s'assurer qu'elles ne mettent pas de l'argent dans les idées excessivement risquées ou mauvaises. C'est peut-être ça qui l'a fait hésiter lorsqu'il s'agissait des renflements de Merrill Lynch et de Lehman Brothers. La récession économique d'aujourd'hui n'a pas commencé dans le secteur financier. Elle est principalement causée par une inflation soutenue et l'augmentation des taux d'intérêt qui ont été mis en place pour lutter contre cette inflation. Oui, obtenir un prêt sera plus cher de nos jours parce que les taux d'intérêt ont augmenté, mais c'est parce que la banque centrale le voulait et non pas parce que les banques s'effondrent ou que tout le monde essaye désespérément de mettre la main sur autant d'argent que possible. Donc même si ce n'est peut-être pas le prix Nobel le plus populaire, leurs contributions à la façon dont nos économies modernes sont façonnées sont peut-être parmi les plus influentes de tous les temps. Merci d'avoir regardé. Bye.